Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous avez grandi en Touraine en rêvant d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Vous avez fait pleurer de rire le public, mais vous avez aussi déclenché d'autres larmes qui ont fait couler beaucoup d'encre. Vous revenez au théâtre en défendant une pièce que le public va considérer comme un grand cru, dans tous les sens du terme. C'est en tout cas le bonheur que je vous souhaite. Bonjour Bernard Campan. Bonjour Jacques Pessis, bonjour tout le monde. On se retrouve, alors là, on va bien sûr parler du passé, le nombre de personnes qui vous retrouvent en parlant des inconnus, c'est essentiel, mais il y a eu beaucoup d'autres choses dans votre vie. Il y a cette pièce au Théâtre de la Renaissance dont on parlera longuement tout à l'heure, mais le principe de l'émission, c'est de vous redécouvrir à travers des dates clés. Eh bien, allons-y. Alors la première que j'ai trouvée, 24 mars 1982, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est votre première télé écoutée. Les pieds au mur, reflux, EM 238-835, séquence 1 première. Je vous ai déjà dit que j'ai horreur de ce genre d'appareil. Reflux, un film pour enfants, un film pour la jeunesse, et vous êtes dedans. Ah oui. Votre première télé. Ah oui, j'ai jamais revu ça. Eh ben voilà. J'ai entendu la voix là, ça fait bizarre. Ouais. C'est l'histoire d'un savant qui a inventé une machine à inverser le temps. Ouais. Et il tente l'expérience sur une plante et sur lui-même. Et c'était un film pour la jeunesse. Et c'est bien avant le Théâtre de Beauvoir, votre première télé. Alors donc c'est pas 82, alors ça va être encore avant. Parce Ouais, que le Théâtre de Beauvoir, c'est 81, 82. Oui, c'est juste avant le Théâtre de Beauvoir que ça passe à la télé. Oui, c'était ça, ouais. Et c'était votre première apparition. Je crois qu'il y a Michel Bernier aussi dans un rôle. Oui. Et vous étiez avec une perruque et des moustaches. Oh, alors j'aimerais bien, ça doit être assez pathétique. Ouais, non. J'aimerais bien voir ça. Comment vous étiez arrivé là-dedans, Bernard Campan ? Je sais pas, je crois que c'était par l'entremise de la personne qui me mettait en scène au Café-Théâtre, qui s'appelle toujours d'ailleurs Yves Carlevaris, oui. que j'ai pas revu depuis, mais voilà, qui jouait aussi dedans. Enfin, je me souviens vaguement de l'histoire. Je me dis comment je pouvais être crédible parce que je faisais un vieux aussi. Ça, je m'en souviens. Ça doit être quelque chose à voir. Ouais. Et un vieux, c'était une sorte de théâtre pour la jeunesse. C'était une série Histoire fantastique. C'est ça, pour faire 3 France. Enfin, je sais pas comment ça s'appelait. Je à sais l'époque. plus. Voilà, Bon, ça changeait voilà. tout le temps. De toute façon, la comédie, c'est votre passion de toujours, Bernard Campan. L'humour, ça c'est quelque chose qui m'a toujours porté, que j'aime beaucoup rire, oui, faire rire les autres. Enfin, j'aime l'amusement, j'aime la gaieté, ouais. Et puis la comédie, au départ, c'était pas votre vocation. Vous êtes né à Agen et vous avez grandi à Tours. Ouais. Oui, à l'âge de... très vite, je crois, dans ma première année, mes parents, qui étaient profs, ont été mutés à Tours et on a quitté le Lot-et-Garonne. Donc, j'ai connu le Lot-et-Garonne par la suite en voyant mes grands-parents, mais sinon, je suis juste né à Agen, on va dire. Voilà, et vous êtes en Touraine. Touraine, d'ailleurs, où on venait à Paris, on mettait pas 50 minutes. À l'époque, c'était un véritable voyage pour venir à Paris. Oui, c'est vrai que d'ailleurs j'ai voulu le faire un jour en mobilette. Oui, et alors J'ai rebroussé chemin au Mans. Ouais. Ça ne collait pas. Ouais. La Touraine, c'est le pays de Jean Carmet aussi, et des bons vins. Ouais. Et il revenait régulièrement, Jean Carmet, le soir, il prenait un taxi en disant, il voulait rentrer chez lui, soi-disant, en Pont de Sèvres. Il disait Tours, et le lendemain matin, il se réveillait à Tours, parce qu'il avait bien bu, et il faisait 3 jours de fête avec le chauffeur de taxi. Ouais, ça je savais pas, mais je sais que j'étais élève comédien, donc quand je retournais à Tours, on s'arrêtait, on changeait à Saint-Pierre-des-Corps, le fameux Saint-Pierre-des-Corps, et je me souviens, donc je devais avoir une petite vingtaine d'années, et j'ai vu Jean Carmet avec sa valise sur le quai, en train d'aviser un contrôleur, en train de dire mais il est à quelle heure le train pour Tours? Il est passé. Oh, encore un que j'ai loupé. Je me souviens de ça, d'entendre dire ça sur le quai. Oh, encore un que j'ai loupé. Il adorait les trains et les gares, il passait sa vie là-dedans entre deux films. Ouais. Alors, votre père est professeur d'italien. Ouais. Ça n'a rien à voir avec votre métier. Vous auriez pu faire ce métier-là aussi, Bernard Campan. Prof, je trouve que c'est un métier difficile, c'est une gageure comme d'autres métiers, comme je sais pas, médecin, enfin voilà, d'être à la hauteur. Mais c'est un métier qui m'a toujours. Je pense que j'aimerais faire passer des choses que je connais, être prof de théâtre, pourquoi pas, donner des cours de théâtre, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Et mes profs, en tant que tel, non, j'étais pas fait pour ça. Hein. Oui, vous étiez plutôt cancre à l'école, d'ailleurs. C'était pas terrible. Ouais. Je me demande même si j'ai pas tenté le concours de l'école normale, qui était complètement fou, parce que je pouvais pas écrire 2 mots sans faire une faute d'orthographe. Donc, mais je pense, pour faire plaisir à mes parents, il me semble que j'ai tenté ça à un moment. Ouais. Et en plus, il y avait des conversations intellectuelles à la maison, alors que vous étiez plutôt l'inverse. Oui, mon frère était plus calqué sur le modèle du père. Il a fait une carrière universitaire, prof de musique. Il est devenu, d'ailleurs, tout le monde est prof dans la maison, enfin dans la famille. Et moi, non, j'étais un peu le
pas la brebis galeuse, loin de là, mais enfin, j'étais différent et j'ai essayé plutôt de me faire remarquer par l'humour parce que je voyais que mon frère prenait bien la place au niveau intellectuel, culturel et que là, je pouvais pas lutter. Ouais. Et comment est née votre vocation d'acteur au départ ? Ça s'est fait en plusieurs phases, j'ai l'impression. Au théâtre, en cours de première ou seconde, dès la seconde, j'ai suivi des cours de théâtre au lycée avec un prof de physique-chimie, Jean-Marie Lardot, qui était formidable. Et pendant 3 ans, j'ai joué, j'ai fait des pièces, et ça a été là, vraiment, où je me suis dit, ça vraiment, j'aimerais bien le faire plus tard, quoi. Et vous aviez un modèle à l'époque, Bernard Campan, c'était Gérard Philippe, dont vous admiriez la beauté et le physique. Vous auriez voulu être comme lui ? Oui, parce que ce que je trouvais troublant chez lui, c'était cette beauté et puis ce mélange de tristesse et avec ce sourire là, il avait ce regard triste et ce sourire en tout cas dans une photo qu'on avait fait de lui dans le CID, il avait ce mélange entre la tristesse et le sourire. Je trouvais ça fabuleux. Ouais. J'étais très admiratif. Ouais. Et il avait tourné Le Diable au corps avec Micheline Prel. Il y a une anecdote assez curieuse d'ailleurs parce que aux essais on trouve qu'il a les oreilles décollées. Donc la maquilleuse lui fait coller les oreilles et pouf, juste avant le tournage, il décolle les oreilles. Personne s'en est aperçu. Il a été admis, soi-disant avec les oreilles collées. Et tous les matins, on lui collait les oreilles et juste avant de tourner, pof, il les décollait. Et personne ne s'est jamais aperçu de rien. J'aime bien cette anecdote parce que ça me fait peut-être un point commun avec Gérard Philippe. Il y en a peut-être d'autres, j'espère. Ouais. Mais c'est qu'avant de tourner dans le Blier, le Bertrand Blier avec Monica Bellucci, à l'image, il regrettait un peu de voir mes oreilles à la fois pointues et décollées. Et donc, il a été envisagé de les recoller. Oui. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que je crois que c'est Monica Bellucci qui a dit maintenant, il faut lui laisser ses oreilles de petit loup. Voilà. Eh ben ouais. Le petit loup, en tout cas, il a passé le bac, malgré le côté cancre. Vous avez réussi le bac ? Oui, là, ça s'était déjà redoublé. Ça avait été un traumatisme en 4e. Fallait que j'ai le bac. Donc, j'étais parti faire une colonie de vacances en tant que moniteur. Et j'ai reçu un télégramme à l'époque, vous vous rendez compte, un télégramme de mes parents. Premier tour, j'avais le premier tour, rentrer immédiatement ou impérativement, je me souviens plus, il fallait que je rentre. Donc j'ai quitté la colo pour partir passer ma deuxième le deuxième rattrapage que j'ai eu au rattrapage, oui. Et vous êtes directement ensuite parti à Paris au cours Simon. Oui. Et après, ma mère m'a dit parce que j'aimerais bien faire un tour du monde. J'avais une envie d'année sabbatique comme ça après le bac, parce que passe ton bac et après on verra. J'avais passé le bac quand même. Et en fait, elle me dit non, si tu pars faire un tour du monde, tu vas revenir drogué de Katmandou. Non. Alors que j'ai très bien pu me droguer à Paris d'ailleurs, très bien. Mais ça coûtait moins cher. Et donc elle m'a dit je t'ai inscrit au cours Simon, tu vas faire les cours Simon, et en fait elle m'a un peu forcé la main, quoi. Et ça a été un peu les galères parisiennes. Un peu la galère confortable. Moi, j'ai des parents qui me payaient mon petit studio, ma chambre. Pendant 2 ans, 3 ans, ils m'ont payé une chambre. Et puis voilà, j'avais un peu d'argent de poche. Mais je sais que j'avais une certaine fierté à ne pas leur demander trop d'argent de poche, parce que j'étais persuadé qu'il fallait galérer, il fallait manger de la vache enragée pour réussir. Et donc, ils m'ont donné un peu d'argent de poche au départ, et j'ai jamais demandé d'augmentation. J'ai dit non, ça suffit, et j'étais limite pour bouffer, quoi. Vous en sortez, et puis il y a une chose qu'on sait peu sur vous, Bernard Campan, c'est que vous avez chanté dans un groupe de rock qui s'appelle Cristal, La complainte du pont de Pierre. Qu'est-ce que c'est que ça ? On faisait un groupe de rock avec les copains de Tours, et qui s'appelait le groupe Cristal, effectivement. Et puis un jour, le pont de Tours s'effondre. Oui. Grand événement dans la région de Touraine, à Tours en tout cas. Et là, le type qui nous louait l'endroit pour qu'on répète nous dit ça serait bien, faites une chanson, on va faire un disque. Et donc dans la nuit, on écrit les paroles, la musique. Le lendemain, on enregistre La complainte du pont de Pierre. Mon Dieu, là aussi. J'ai essayé de la retrouver sur YouTube, c'est introuvable. C'est introuvable. Ouais. Ah ouais, je suis comme ça, moi. Je suis pas facile à retrouver. Voilà. Alors ça a été le point de départ d'autres choses, c'est ces chansons. Et ces autres choses, on va en parler à travers une autre date, le 3 février 1996. J'ai pas retrouvé, là. Eh bien, écoutez. Il y a un blême ? Non, il n'y a pas de blême. Maître Gonzalez, huissier de justice. Mais bien sûr, c'est les 3 frères, le César du premier film. Moi, je croyais que c'est le César. C'est le César. C'est ça, parce que pour moi, c'est 95, effectivement, la sortie. Et au Théâtre des Champs-Élysées, vous recevez un César du premier film pour les 3 frères. Meilleur premier film pour les 3 frères, oui, avec Didier, oui, tout à fait. Vous vous souvenez de ce soir-là, Bernard Campan ? Oui, tout à fait. Je me souviens tellement bien que j'avais testé un bêta-bloquant
pour pas avoir le trac. Ouais. Je lui dis, j'aimerais bien essayer ça. Et je lui dis, je vais le tester là, parce que ça fout un peu le trac de éventuellement recevoir un prix. On savait pas trop. J'ai pris ce bêta-bloquant et en fait, alors j'avais pas le trac et je me foutais de tout et je suis monté pour prendre le prix, mais alors j'en avais rien à foutre, quoi. Mais c'est quand même un très beau souvenir. Ah oui, ça reste un bon souvenir. Ouais. Ah non, c'est chouette. Mais je l'ai revu. C'est en revoyant les images que j'ai apprécié un peu plus. Alors finalement, ce film, c'était la consécration d'années de travail pour Les Inconnus. Parce que vous avez beaucoup Et le film, c'était pas des sketchs, c'était un véritable film, ce qui n'était pas évident au départ. C'était pas du tout évident. D'ailleurs, quand Claude Berry nous avait proposé de faire un film, il nous donnait des idées comme ça, comme un peu des films à sketch. Et non, on voulait vraiment faire un film, réussir une histoire drôle, évidemment, une comédie. Mais on était un peu attendu au tournant. En plus, on avait eu effectivement dans l'humour les prix, le Molière du spectacle comique. Voilà, on avait pas mal de prix. On était un peu les enfants gâtés, donc on débarquait au cinéma. Et en fait, le métier, nos pères nous ont quand même donné ce prix. C'était très, très touchant. Ouais. Tout a commencé avec le théâtre de Bouvard, mais ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, c'est que le théâtre de Bouvard, au départ, c'était une rencontre entre des écrivains, des comédiens, un dialogue. Et puis un jour, Nino Monti, qui était réalisateur, dit mais ça marche pas très fort si on prenait les jeunes comédiens. Oui. Et Bouvard a dit oh, je sais pas si ça va marcher. Oui, c'est vrai. Et vous êtes arrivé là-dedans. C'est important de le rappeler. Ce que vous dites, c'est qu'il n'était pas convaincu au départ. On dit on peut essayer. On a vu dans l'émission des jeunes là qui peuvent improviser. Pourquoi pas faire de l'impro? Je sais plus comment c'est venu exactement. Moi, je suis arrivé quand même, on va dire 2-3 mois après les débuts, parce que au début, Didier étant au début Théâtre de Bouvard m'en a parlé. Ils improvisaient vraiment. Oui. Il y avait des sujets qui sortaient du chapeau que les comédiens ne connaissaient pas. Il fallait improviser. Et donc il y avait une déperdition énorme forcément. Et très vite, Bouvard a dit bon, faut peut-être préparer un petit peu, ça serait bien. Exactement. Voilà. Et vous êtes arrivé comment dans cette aventure, Bernard Campan? J'avais joué au théâtre avec Didier. Et il y avait aussi un garçon qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Yvan Burger, qui était d'ailleurs une des figures phares du théâtre de Bouvard. Il faisait très bien la folle, l'homosexuel. Il était très très drôle. Et donc comme j'avais joué aussi avec lui, voilà, je suis un peu glissé dans l'équipe et voilà, ça l'a fait. Ouais. Et ça a marché. Bon, vous aimiez pas trop les jeux de pouvoir. Il y en avait à l'intérieur. Ça vous plaisait pas trop, Bernard Campan? Ça me plaît toujours pas. Moi, j'aime pas trop mais bon, les jeux de pouvoir existent partout. Donc forcément, dans une équipe comme ça, c'était à la fois joyeux, à la fois on était jeunes, donc ça déconnait beaucoup, on rigolait beaucoup, mais il y avait forcément on se donnait un peu des coups de coude, c'est normal. Hein. Oui, mais ça a tellement bien marché que vous êtes devenu culte pour plusieurs générations. Comment avez-vous vécu Les Inconnus qui ont débuté et qui ont fait le tabac qu'on connaît à la scène et à la télévision? Alors c'est toujours pareil, quand on se repenche sur le passé, on voit les choses différemment. Moi, je pense que j'ai vécu tout ça c'est passé très vite. Ça a été sur quelques années. Les Inconnus, à partir du moment où ils ont marché, en 89, et on va dire le moment où ça s'est arrêté au théâtre, en tout cas en 95. Donc c'est 6 ans, Les Inconnus, 6 ans d'émissions télé, 3 spectacles. Donc c'est vraiment une machine à laver, ça va à toute vitesse. Et je sais que c'était super, mais je l'ai vécu un peu dans l'inconscience. Hein. Oui, parce qu'il fallait écrire très vite. Oui. La télé des Inconnus, ça faisait 9,5 millions de téléspectateurs. Il y a eu 7 émissions. On peut pas imaginer ça aujourd'hui. Je suis pas au courant, moi, des non, j'ai vérifié aujourd'hui. Oui. Mais j'imagine, oui, que c'était c'était important et je me rendais pas bien compte. Hein. J'avais toujours l'impression que c'était pas autant que d'autres. Enfin, de toute façon, je fonctionne comme ça aussi. Hein. J'ai l'impression que c'était pas terrible, que ça pouvait toujours être mieux, être plus fort, être plus. Ouais. Mais il y avait une vraie complicité entre vous trois. Ouais. Ça a été, et c'est beaucoup les années galères entre l'après Bouvard, quand on a quitté Bouvard en 82 et 89, c'est cette année où on a quand même fait des spectacles, on a été sur Europe 1, on a quand même, mais on se retrouvait à jouer des sketchs, non pas dans des théâtres, mais dans des discothèques à 2h du matin devant des mecs bourrés. On se demandait où on allait. Mais en fait, c'est un peu sur ce terreau-là, pendant ces années galères, qu'on a finalement, on a trouvé nos idées de personnages, que ce soit des nanas, des mecs, de toutes sortes de personnages, sont venus en s'amusant, en délirant, déconnant, à travers cette galère. Oui, et vous avez quand même ouvert la voie à toute une génération d'humoristes. Beaucoup de gens aujourd'hui se recommandent des Inconnus.
Je sais pas. Ça va beaucoup. Oui, bah tant mieux. mais est-ce que vous mesuriez ce succès? Et pourquoi ce succès? Est-ce que vous avez compris, Bernard Campan? Aujourd'hui, quand je revois des sketchs qui tiennent vraiment bien la route encore et qui sont... je me dis qu'il y a une qualité, donc il y avait du travail. Ça, c'est sûr qu'on aimait bien, on n'aimait pas s'arrêter à un rire. Donc d'accord, ça rit, mais quand on regarde les sketchs des inconnus, c'est souvent par strates. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est pour ça qu'on peut les revoir, redécouvrir d'autres choses. Il y a toujours des petits détails. C'est travaillé quand même. Sans travailler, on était des fous de boulot. Je veux dire, Pascal ou Didier, on s'appelait à 3h du matin, j'ai une idée. Bon, voilà, après, aujourd'hui, ça serait un peu difficile. Oui. Oui, et puis aujourd'hui, on pourrait peut-être pas redire tout ce que vous disiez à l'époque. Et puis, voilà, en même temps, ça c'est une question que je me pose souvent. Hein. J'ai à la fois l'impression que c'est évidemment plus possible, et pourtant, quand on voit Blanche Gardin, quand on voit... Il y a plein d'humoristes qui vont à fond... je me dis quand même, Jérémy Ferrari, non, je pense qu'il balance des trucs quand même. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais il y avait aussi la joie de la jeunesse aussi. Il y avait une folie parce que vous vous amusiez vraiment, sans chercher. Oui. C'est pas le succès qui vous intéressait, c'est vous amuser. Oui. Oui, c'était vraiment ça. C'était vraiment. En fait, l'avantage quand on est un groupe comme ça, c'est qu'on teste entre nous. Il y en a un qui sort une connerie, si ça fait rire les deux autres, c'est déjà pas mal. Donc on avait besoin de rire entre nous avant de faire rire les autres. Donc c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup, mais vraiment. Hein. Alors là, on a parlé des inconnus. On va totalement changer le genre avec une date, le 9 janvier 2002. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, alors je pas forcément la date précisément, mais je vois où vous voulez en venir, mon cher Jacques. C'est la sortie d'un film qui s'appelle Se souvenir de belles choses. Et c'est un film qui a totalement changé votre carrière, Bernard Campan. Oui, ça a été. Je suis passé d'un humoriste dans un groupe à un comédien, à un acteur, on va dire. Oui, c'est ça qui a fait basculer un peu ma carrière. Ouais. Oui, et ça, vous le devez à Zabou Bretman, qui a été la première à croire en vous. Racontez-moi. Là, elle m'avait envoyé Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait avec Didier un film qui s'appelle L'Extraterrestre, et nous étions donc, qui n'était pas spécialement un drame. Enfin, ça dépend de quel point on se place. Non, je dis n'importe quoi. Et en fait, on est dans un festival où se projette le film, et c'est là où Zabou m'a remarqué. Elle m'a expliqué après, j'étais debout, j'attendais que tout le monde s'installe dans une salle avant une projection, et elle cherchait un comédien qui soit à la fois connu et pas trop connu pour son film. Qui était son premier film. Un peu neuf, et en même temps qui lui permette que ce soit aussi un nom qui puisse permettre de monter le film. Et elle s'est dit, tiens, pourquoi pas Bernard Campan. Donc elle m'a envoyé le scénario, et j'avoue que moi j'ai trouvé ça, j'étais en larmes, j'ai trouvé ça magnifique, mais je me dis, c'est pas possible, je vais pas arriver à faire ça, enfin ça va, je vais pas être crédible, enfin. Et donc je la rappelle pour lui dire, oui Zabou, j'ai bien lu, donc, je trouve ça super, c'est magnifique, etc. Elle me dit, oui, d'accord, mais au bout d'un moment elle me dit, mais d'accord, mais est-ce que tu le fais? Et ben, je dis, mais c'est évidemment que j'ai envie de le faire, mais je sais pas si je suis capable de le faire. Elle me dit, ah non, mais ça, c'est pas ton problème, c'est le mien, moi je te dis que t'es capable. Donc ça a commencé comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu besoin d'une personne qui me porte, qui me soutienne, qui me motive, qui me donne confiance. Voilà, c'est ce qu'elle a fait, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'était la fin des Inconnus, personne ne misait sur vous. Vous avez même dit que comme le groupe Téléphone, ça c'est le côté rocker, vous arrêteriez après les Inconnus, Bernard Campan. Oui, parce que si les Inconnus s'arrêtaient, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, quoi. Oui. Donc j'ai dû dire ça, ouais. Et finalement, ce rôle a complètement changé votre vie. Zabou Bretman, elle a raconté qu'elle avait eu l'idée de ce film en allant au festival de Yokohama, et elle avait vu des images de Raymond Depardon, de reportages, avec le thème sur la mémoire, et que ça la fascinait, et que c'est comme ça que le film est né. Oui, son idée de départ était une très belle idée. C'était, c'est ce qu'on retrouve à l'arrivée dans le film, mais il fallait encore écrire le film là-dessus. C'était une personne qui perd la mémoire et une personne qui recouvre la mémoire. Et cet homme et cette femme vont se croiser à un moment. Donc le moment où ils vont pouvoir être en phase va être très court, parce que ce sont deux ascenseurs qui se croisent comme ça. Elle avait ce concept en tête. Et petit à petit, vous avez compris que finalement, vous pouviez faire ce genre de rôle, Bernard Campan. Et là, oui, forcément, vu les retours, je me suis dit, ah bon, d'accord, je peux. Puis vraiment, j'ai appris aussi à
à jouer, je dirais, de façon sobre, à me faire confiance. J'ai appris beaucoup avec elle, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, ça valait pas un César, mais c'était très important pour vous. Vous avez eu la Chistera de bronze de la meilleure interprétation au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Mais je l'ai plus chez moi, celle-là, je l'ai perdue, la Chistera. Non, mais en même temps, c'est une consécration pour une nouvelle carrière. C'était consécration, tout ça, c'est un peu des mots. Mais c'est le point de départ d'autre chose. Oui, c'est une bascule, on part vers autre chose. Oui, et donc vous êtes parti vers autre chose, et il y a eu un film très important qui était votre premier scénario en solo, qui a été La Face Cachée, Bernard Campan. Oui, important pour moi. Les spectateurs, je sais pas, mais moi, oui. Non, ça a été un film. Il fallait que je me confronte à un film, à l'écriture d'un film et la réalisation d'un film seul. Le fait de toujours être en co-réalisation, et puis avec Didier qui faisait quand même, qui réalisait beaucoup lui-même les choses. Il fallait que moi aussi je me confronte à ça. Donc entre l'écriture et la réalisation, ça a été une épreuve, un accouchement. Ça a été très difficile. J'ai écrit un premier scénario que j'ai mis dans un tiroir. Le tiroir est toujours fermé d'ailleurs. Et puis je suis arrivé à cette Face Cachée, ce premier film. Ouais. Et ce premier film qui était alors l'histoire, c'était un couple qui se rencontre enfin après des années de vie commune. Et finalement, il y avait beaucoup de vous dans ce film, avez-vous dit à l'époque? Oui. C'est aussi ça, les premiers films. Hein. On met beaucoup de soi, donc j'ai mis beaucoup d'une histoire personnelle entre ma femme et moi. Et d'ailleurs, j'ai demandé l'autorisation à ma femme de parler de certaines choses. J'avais vraiment envie de. Puis c'était aussi une personne qui découvre peut-être. Il y a un petit rideau qui s'entrouvre vers une perspective, je dirais, plus ouverte, plus spirituelle de la vie. C'était un peu ça le film. Ouais. Oui, et puis en même temps, il fallait que les producteurs fassent confiance à Bernard Campan des Inconnus, qui faisait tout à fait autre chose. Mais ça, c'est la chance aussi de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'était Philippe Godot qui a distribué le film Se souvenir des belles choses. On a bien accroché tous les deux. Puis il me dit, écoute, si tu as envie de faire un film, parlons-en. Et voilà, et c'est lui qui m'a aidé à faire mon premier film et qui a produit Les Trois Frères numéro 2, avec lequel j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et mon prochain film, je le fais toujours avec Philippe Godot. Vous voyez, c'est des équipes, heureusement que les gens sont là et les bonnes personnes sont là. Et La Face Cachée, il y a eu des dizaines d'articles dithyrambiques sur ce film. Et je les ai pas eus, ceux-là. Alors moi, j'ai eu les pourris, moi. Alors, parce que, oh là là, il y en a, mais alors, je les avais mis, tous les articles, j'ai dit, je vais les lire. Oh là là, c'était trop dur, j'attends 6 mois. Je vais les relire quand même. Au bout de 6 mois, il y a prescription. Non, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, je ne suis jamais arrivé. Puis là, je les ai perdus. Voilà. Alors, c'est réglé. Mais Les Inconnus aussi, il y avait eu beaucoup de critiques contre vous, alors que le public était présent. On finit par s'habituer. Oui, mais ça aussi, je les ai découvertes après. Moi, j'avais l'impression que tout le monde nous aimait, la terre entière nous aimait. Non, il y a des gens qui n'aimaient pas Les Inconnus. Et je l'ai découvert plus tard. Ça vous a pas traumatisé pour autant? Non. Alors, ce film, La Face Cachée, au départ, il avait 2 autres titres, Le Mystère d'Isabelle et La Vie est un rêve. Mystère d'Isabelle, non. Ça, je sais pas d'où. J'ai vu ça sur un. Ouais. Non, ça c'est, je crois pas. Et La Vie est un rêve. La vie est un rêve, oui, parce que c'était parti d'un proverbe persan qui disait la vie est un rêve dont la mort nous réveille. Et pour moi, je trouvais qu'il y avait une vérité là-dedans. La mort, même au sens de tout ce qui se termine, révèle quelque chose qu'il y avait avant. Il est mort. On se rend compte que c'était quelqu'un d'important. Enfin, la mort révèle quelque chose. Même j'avais fait une expérience qu'on peut faire souvent, c'est-à-dire qu'on peut parler, tout va bien, on est entre nous, et tout d'un coup, il y avait un bruit de fond, un frigidaire, un truc qui s'arrête. Quand ça s'arrête, on dit tiens, ça existait avant. Donc la vie est un rêve dont la mort nous réveille. J'aimais bien ce principe. Ouais. Alors il y a aussi quelqu'un dont vous parlez beaucoup qui vous a inspiré. C'est assez étonnant quand on connaît votre parcours. Bernard Campan, c'est Robert Bresson. Oui, à cette époque-là. Alors peut-être que je me la pétais un peu, mais j'avais envie on m'avait dit, lis les carnets du cinématographe de Robert Bresson. Et je trouvais ça magnifique. Je trouvais que c'était un peu des aphorismes comme ça qui pouvaient nous guider dans non pas nous donner des idées, mais nous guider dans la façon de travailler, quoi. Voilà. Oui, mais en même temps, c'est un metteur en scène qui faisait courir le public, mais en sens inverse. C'est-à-dire que ses films étaient très ennuyeux. Alors, j'en ai regardé quand même quelques-uns aussi pour me rendre compte de qui était Robert Bresson, parce que je connaissais même pas avant de lire son carnet sur ce cahier cinématographe. Donc, oui, je me suis ennuyé, effectivement, mais j'ai trouvé des choses très fortes, très réussies. Mais vous savez,
C'est un peu comme le Lavandier qui écrit là un livre sur la dramaturgie, que je trouve qui est passionnant, d'ailleurs, qui fait référence. Mais Lavandier a fait un film, il paraît pas réussi. Donc parfois les profs sont pas les meilleurs pratiquants, quoi. Et Bresson avait fait un film vers la fin de sa vie, Lancelot du Lac. Ouais. Et au départ, il devait faire ce film avec Nathalie Wood et avec Burt Lancaster, qui considérait comme très intelligent, et puis ça s'est pas fait. Ah non, je sais pas. Ça aurait été sans doute plus populaire. Et puis quelqu'un qui a aussi beaucoup compté à cette époque pour vous, Bernard Campan, c'est un philosophe suisse, Alexandre Jolien. Ça, c'est compte aussi aujourd'hui beaucoup. Qui est un de vos amis, oui. Oui, et avec lequel on va le prochain film qu'on a coécrit. On est 4 à la coécriture, mais Alexandre y a participé. Alexandre a accepté de jouer, ce qui est pas évident parce qu'il n'est pas comédien, mais il a eu envie et donc on s'est décidé à écrire on va tourner le film en septembre, toujours avec Philippe Godot et Alexandre va jouer un personnage et moi je joue. On réécrit de façon fictive un peu notre rencontre et notre amitié avec 2 autres personnages. Alors cette rencontre elle a commencé lorsque vous avez vu Alexandre Jolien à la télévision, et vous avez tout de suite eu envie de le rencontrer. Ah ouais. Pourquoi ? Oui, donc Alexandre avait, alors ça, une de ses particularités, c'est donc son handicap moteur de naissance. De naissance, il a ce qu'on appelle une athétose, c'est-à-dire le cordon ombilical qu'il a strangulé dès la naissance. Donc Alexandre s'exprimait, je ne le connaissais pas, et il parle de la philosophie et il dit. On lui parle des formules et je sais plus, c'était Tadei en face qui lui dit oui, mais enfin les formules philosophiques. Il dit mais moi les formules philosophiques c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et je sentais que c'était vrai. Il y a quelque chose de. Et il donnait aussi cette anecdote de comment devenir philosophe. Le type qui alors je sais plus, c'est Diogène qui va voir Diogène ou je ne sais qui lui dit comment on peut devenir philosophe. Diogène dit c'est simple, tu prends un hareng, tu l'accroches derrière toi, tu le traînes derrière toi et tu traverses Athènes. Et Alexandre explique, dit, ça veut dire, si on veut être philosophe, il faut d'abord se soumettre au regard de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire le regard de l'autre ? Et il termine en disant, moi l'avantage c'est que le hareng, je l'ai toujours avec moi. Et là, j'étais scotché. Le hareng qui sort, bien sûr, c'est évident. Ouais, et donc, vous l'avez contacté et il y a une amitié qui est née par téléphone spontanément, ouais. On s'est appelé tous les jours pendant 1 mois, puis on a fini par se dire, bon, allez, maintenant, on se voit quand même, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. On va pas s'appeler sans se voir. Tout de suite, d'ailleurs, c'était il y a très longtemps, mais Philippe Godot nous dit, c'est super si vous faisiez un film. Donc, le film a mis 15, 16 ou 17 ans avant de se faire. Et on s'est vu, je suis allé à Lausanne et on s'est plu. Et voilà, c'est une amitié qui dure et qui nous nourrit l'un et l'autre. Il vous a même aidé, d'ailleurs, lorsque vous avez écrit La Face Cachée, à construire votre scénario, Bernard Campan. Il m'a aidé à abandonner, à comprendre que le premier scénario que j'écrivais, c'était pas le bon. En me disant, c'est curieux, oui, elle est bien cette histoire, mais j'ai l'impression qu'elle te représente pas, que c'est pas vraiment toi. Et tout d'un coup, j'ai senti que c'était pas ça, fallait pas que j'aille vers ça. Il m'a toujours guidé comme ça. Et quand j'ai commencé à écrire La Face Cachée, il m'a dit, je te lâcherai pas la main, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Mais il y aura aucune idée de moi dans ce scénario. Je le prendrais comme un échec s'il y avait une seule idée de moi. Donc je l'appelais, je disais alors. Comme Alexandre a des difficultés pour lire parce que ça le fatigue énormément, je lui disais voilà, j'en suis là, j'ai écrit ça. Oui, c'est bien. Juste en me disant c'est bien, ou alors éventuellement en ne disant rien à mes propositions. Là, je me dis tiens, il répond pas, il y a peut-être quelque chose. Juste comme ça, il m'a permis d'aller au bout de ce que je portais en moi de faire finalement. Et alors justement, quel est le secret de cette complicité étonnante avec un philosophe et un ex-inconnu, Bernard Campan ? Quelle est la... Oui, c'est étonnant. Alors, je vais botter en touche, je vais faire la réponse de Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais ça s'explique pas. Mais c'est vrai qu'on a cet intérêt commun pour le progrès intérieur, une dimension une recherche spirituelle, en fait. Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a 2 livres de lui que vous avez lus et qui sont décédés, qui est L'éloge de la faiblesse et La construction de soi. Alors non, j'ai lu que La construction de soi, et on a fait aussi des livres audio ensemble. C'est ça, oui. Et ils existent et ils sont et on apprend beaucoup de choses. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a aussi beaucoup compté dans votre vie, Bernard Campan. On va entendre sa voix. Mes souvenirs les plus anciens en matière spirituelle, c'est mon éducation religieuse, protestante, l'école du dimanche comme enfant. C'est Arnaud Desjardins. Alors, Arnaud Desjardins, on le connaît parce que Dalida, il avait entraîné Dalida
en Inde sur les chemins de la spiritualité, après une émission de télévision. Elle est arrivée en Inde, elle avait fait écouter ses cassettes aux sages hindous qui avaient dit il faut que vous rentriez en France immédiatement, continuez votre carrière. Ouais. Oui, elle était dans une période de désarroi, comme elle a connu souvent au long de sa vie. Elle voulait arrêter sa carrière. Et donc, je pense que c'était une petite dizaine d'années avant son décès. Et donc, ce sage indien qui s'appelait Swami Prajnampad, qui est donc le maître spirituel d'Arnaud Desjardins, lui a conseillé de poursuivre sa carrière, de revenir en France. Elle voulait vraiment arrêter, quoi. Et cette amitié avec Arnaud Desjardins, expliquez-moi. Donc, Arnaud Desjardins est décédé en 2011. Ça fait déjà pas mal de temps. C'était un maître spirituel, donc il avait un enseignement, et j'ai découvert son enseignement en lisant ses livres. Et donc, comme il y a toujours d'ailleurs un ashram à Hauteville, qui s'appelle Hauteville, à Saint-Laurent-du-Pape, qui était l'ashram qu'il avait fondé. Et je suis allé là-bas, j'ai fait des retraites, et je fais régulièrement des retraites à Hauteville. Ouais. Avec une déception quand même, vous étiez étonné qu'il regarde la télévision et qu'il connaisse les inconnus, Bernard Campan. Quand je suis allé l'écouter dans une conférence tout d'abord, et après je suis allé le voir, et j'avais qu'une envie, c'est qu'il me reconnaisse évidemment, qu'il me parle, qu'on puisse se parler. Mais quand j'ai vu que de loin il me faisait un petit signe genre oh je vous connais, je vous ai reconnu, d'un coup ça m'a déçu. Je me suis dit comment un instructeur spirituel peut regarder la télé, les inconnus. Du coup c'était bizarre, ça me faisait un peu un chaud et froid, j'étais déçu. Et puis voilà, c'était juste l'anecdote de départ, et après, en toute confiance, j'ai continué à suivre son enseignement, ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Et ça vous a apporté beaucoup de choses ? Ça m'a enlevé beaucoup de choses. C'est-à-dire ? Peut-être me défaire de pas mal d'idées, de pas mal de certitudes au pluriel pour me lâcher plus dans une confiance dans la vie, dans une détente, être, comme on dit tous, on recherche tout ça finalement, être soi-même. On le recherche, parfois on a l'impression que c'est facile, on dit moi je suis moi-même, mais ça veut dire quoi être soi-même ? Ça veut dire quoi se connaître ? Mais c'est un chemin initiatique, un chemin spirituel, donc... Et maintenant, on va reprendre le chemin du théâtre avec une autre date, le 29 janvier 2019. On a parlé du passé, et le présent, c'est à partir du 29 janviie prochain. C'est l'avenir, alors. C'est l'avenir. Au Théâtre de la Renaissance, une pièce qui s'appelle La Dégustation. D'ailleurs, vous allez retrouver entre autres Isabelle Carré, avec qui vous aviez joué Ce souvenir des belles choses. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la dégustation ? Vous êtes un caviste, c'est encore quelque chose de très différent. C'est un caviste, donc qui tient sa boutique de vin, qui est un peu un ours un peu reclus dans sa tanière, dans sa boutique. Dans sa grotte, oui. Dans sa grotte, un peu un homme qui a été blessé par la vie, qui a son secret, qui picole pas mal, même trop d'ailleurs, ce qui inquiète son docteur. On est 5 sur scène, donc Isabelle et moi et 3 autres comédiens. Et donc, la rencontre va se faire avec cette jeune femme qui a rien à voir avec cet homme, qui, elle, est une nana, une catho, très catho, qui s'occupe du secours populaire, voilà, qui est un peu décalée, comme ça. Donc, elle va assez vite tomber accro à ce type-là, et c'est le propos de la pièce. Et est-ce que l'histoire va l'histoire d'amour va arriver? Donc c'est une comédie. Et il y a aussi un troisième personnage très important, qui est un jeune qui sort de prison, qui cherche un travail de réinsertion et qui va être pris par le caviste, voilà, et qui va un petit peu faire le lien entre les deux, quoi. Caviste, c'est un univers qu'on imagine mal au théâtre. J'ai pas vu de pièce avec un personnage qui était un caviste. Moi non plus, mais enfin bon, je vais pas souvent au théâtre, donc non, c'est assez original, et du coup ça permet de faire une vraie dégustation, si je puis dire, ce qui est le cœur de la pièce, où on est à 4 personnages, et moi j'explique, on déguste le vin, on goûte comment, l'aspect visuel, olfactif, le goût, on recrache ou on recrache pas, enfin on fait vraiment une vraie dégustation. Et là en ce moment en répétition, on est passé de petits verres ballons des premières répétitions à des vrais verres à vin. Oh putain, ça commence à devenir chaud là. Il y a du vin dedans ? Alors on s'est toujours dit qu'on se ferait la petite surprise, parce que dans la dégustation, on recrache un peu, on n'est pas obligé de boire beaucoup, qu'on se ferait peut-être des soirs avec du vrai vin. Oui, parce qu'en général, au théâtre, c'est de la grenadine, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Alors là, on est sur du sirop de cassis sans sucre, c'est pas mal, ça le fait bien. Et alors, je sais pas pour le blanc, parce qu'il y a du rouge et du blanc. Le blanc, c'est, je sais plus, une espèce de thé à la pêche qui fait bien, un froid, bien sûr, parce qu'un vin chaud, ce serait un peu bizarre.
Mais ça le fait bien, ouais. Moi, je me souviens de Daniel Evenou qui avait fait comme ça une dégustation, je crois, en Bourgogne. Ouais. Elle n'avait pas compris qu'il fallait recracher à chaque fois. Donc, je vous dis pas l'état. Elle n'a pas compris. À mon avis, elle avait bien compris. Elle faisait semblant de ne pas avoir compris. Vous êtes un amateur de vin pour connaître ce genre de sujet, Bernard Campan ? Je suis pas un connaisseur. J'ai découvert le vin, l'alcool en général tard, vers 23, 24 ans. J'avais pas bu d'alcool avant. Et le vin, vers une trentaine d'années. Et j'ai beaucoup aimé les Bordeaux, les rouges. En les blancs, je vais plutôt sur les Bourgognes d'ailleurs souvent, mais je suis pas un spécialiste. À un moment, j'avais une cave mais bon, ça a coûté une blinde. Hein. Et puis là, bon, maintenant, voilà, je me fais plaisir de temps en temps. J'aime bien boire, mais je suis pas un connaisseur. Hein. Et pour travailler cette pièce, vous avez vu un caviste, vous avez vu les gestes d'un caviste, ou alors vous êtes resté sur des souvenirs, Bernard Campan ? Non, c'est vraiment Yvan, l'auteur de la pièce, qui ne buvait quasiment pas de vin. Yvan Calberac, oui. Yvan Calberac, oui, qui a senti à un moment, qui s'intéressait au vin et qui a eu l'idée d'écrire cette pièce. Donc lui, c'est vraiment bien renseigné, c'est très précis sur la couleur du vin, sur la texture, sur les différentes odeurs, les différents goûts, les notes boisées, voilà. Donc tout est assez précis. Oui, c'est venu de lui. Moi, bon, j'avoue que je dirais même que souvent, si on est trop précis, trop parler du vin pendant 2 heures, ça me gave. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien aussi le boire. Hein. Parce que quand on écoute le langage des sommeliers dans un restaurant, on ne comprend absolument rien. On fait semblant de comprendre en général. Oui. Ouais. On fait oui, d'accord, oui, mais bon. En plus, les ateliers de dégustation, c'est assez nouveau aujourd'hui. Il y a des cours de cuisine dans les restaurants, ce qui n'est pas vieux non plus. Mais vous avez participé à des ateliers de ce genre ou pas du tout ? Non. Non. Alors là, il est peut-être question là d'aller chez un caviste pour travailler, pour étudier sérieusement. On va peut-être le faire. La cave la plus célèbre, ça a été la cave de la Tour d'Argent. Oui, j'ai visité d'ailleurs. Voilà. Et pendant la guerre, quand les Allemands sont entrés dans Paris, Claude Terrail, le propriétaire, a eu une idée géniale. Il a fait murer une partie de la cave. C'est vrai, on m'avait dit, oui. Ce qui fait que les Allemands n'ont pas trouvé les bouteilles qui dataient de 1 ou 2 siècles. Les bonnes bouteilles. Et ça a été sauvé grâce à ce subterfuge. Vrai. On m'avait raconté. Ouais. Alors, est-ce que, vous buvez quand même de grands vins, est-ce que vous considérez que, on dit la boisson, faut pas boire ceci ou cela, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ça veut rien dire. Moi, je connais un peu, je suis pas alcoolique moi-même, mais je connais pas mal le problème de l'alcoolisme, les groupes des alcooliques anonymes. Si on est alcoolique, de toute façon, une goutte de vin, c'est pas bon pour nous. Après, si on ne l'est pas, on peut gérer le vin. Je vois pas pourquoi ce serait mauvais. Hein. Non. Après, dire à un alcoolique qu'il faut boire raisonnablement, ça n'a aucun sens. Mais boire raisonnablement pour quelqu'un qui peut le faire, ça a tout son sens. Donc voilà. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure au Théâtre de la Renaissance, Bernard Campan ? J'ai tourné avec Yvan Calberac 1 semaine sur 2, donc il y a, je sais plus, quelques années, 2007, 2008, je sais plus. Et puis Yvan m'a souvent proposé d'autres choses qui n'ont pas pu se faire. Et puis là, cette dernière pièce, où, au départ, j'étais un petit peu, parce que moi je suis un peu coriace, hein, il faut arriver à me convaincre parfois, et d'ailleurs je peux bloquer pour des bêtises. Il m'a proposé une pièce qui n'était pas encore aboutie en disant voilà, Lila a déjà, alors j'étais pas chaud. Il l'a retravaillée, et là il l'a proposé la dernière version à Isabelle, et là j'ai relu la dernière version en sachant que Isabelle le faisait, et puis j'ai trouvé ça super, quoi. C'est vraiment une très jolie pièce, très drôle, alors qui met l'accent sur la comédie, parce que c'est vraiment toute une première partie très très drôle, et après on passe dans l'émotion et c'est magnifique. Oui, c'est ce que vous aimez, passer du rire à... Voilà, et là on a les deux, ça se termine bien, mais il y a une traversée émotionnelle qui est quand même très forte dans ce film, ouais. Et dans cette pièce. Oui. Alors le film sur Isabelle Carré, l'a retrouvé, il y a une complicité qui s'installe malgré quelques années d'absence. Oh, Isabelle, oui, je sais pas, on se connaît peu, hein, puisque à part avoir tourné, se souvenir des belles choses, on s'était juste téléphoné, on s'était pas revu, donc je connais pas sa vie, je sais pas qui elle sait pas non plus qui je suis. Mais alors il y a un truc qui se fait. Moi vraiment, je ressens quelque chose de très frère et sœur entre elle et moi, quoi. C'est une petite sœur, quoi, avec bourrée de talent, donc je suis très admiratif. Je la regarde un peu d'en bas, mais c'est quand même une petite sœur, quoi. On s'apprécie vraiment beaucoup, quoi. Et dans cette pièce, la dégustation, il y a un arrière-fond d'actualité, puisque ce sont les gens qui risquent de perdre leur travail. Et ça, c'est un problème tout à fait actuel, Bernard Campan.
Ah, vous voulez me faire parler de l'actualité? Non, de la pièce. Non, c'est la pièce, justement. C'est la peur de perdre son emploi, les petites misères au travail qui sont évoquées dans cette pièce. Je ne parle pas d'actualité, mais c'est un sujet actuel. Non, on n'en sortirait pas. Oui, là, non, si on commence. Oui, ça parle aussi de ça. Ça parle. Alors, il y a ce jeune Mounir Amamra qui joue le petit beurre là, qui sort de prison. Je les cite, Olivier Clavry qui fait le docteur, Thierry Viellard qui fait l'ami libraire, parce qu'il y a le pote libraire qui essaie de faire en sorte que son ami caviste trouve enfin une femme à son pied, et le docteur qui voudrait que son client, son patient arrête de boire, et effectivement ça joue beaucoup sur une certaine précarité, la difficulté aussi de joindre les deux bouts, même quand on a une cave, mais avec les charges, les taxes, etc., de trouver un travail, oui. Et puis du côté d'Isabelle, il y a le secours populaire, tout ce qui est l'aide aux plus nécessiteux. Aux plus démunis. Ouais. Et effectivement, c'est pour ça que cette pièce est d'actualité. Et l'auteur, Ivan Kalberak, cite aussi Lubitsch, Ernst Lubitsch, qui est une référence pour lui. Je ne sais pas si elle l'est pour vous, Bernard Campan. Parce qu'il parle de Shop Around the Corner, la petite boutique au coin de la rue, qui est un film célèbre et une comédie musicale célèbre. C'est vrai, c'est sa référence, mais alors moi je suis mal barré parce que j'ai jamais vu. Bon pas. C'est l'une des comédies romantiques les plus célèbres du monde. Qui était au départ un film dont personne ne voulait et qui a eu 4 Oscars. Je suis obligé de la regarder parce que je veux pas une deuxième fois qu'on me pose la question. Là, déjà une fois, je me sens minable. C'est pas grave. Alors, ce côté ours, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous êtes quelqu'un finalement? Plus que je ne pensais, en fait. C'est ma fille un peu qui m'a ouvert les yeux là-dessus l'autre jour. Elle me dit, mais papa, mais t'es comme ça, te rends pas compte, t'es fermé. En fait, je dis, merde, ma fille me dit, je suis fermé, moi je veux être quelqu'un d'ouvert. Et en fait, j'ai ça, j'ai ce côté, alors moitié pantouflard, moitié ours, quoi. J'ai un peu de mal à sortir de chez moi, aller voir, prendre le risque de découvrir l'autre. Alors que c'est quand même peut-être le but de la vie, c'est quand même de découvrir l'autre. Je suis assez refermé sur moi, un peu ours, oui. Et curieusement, vous avez fait très peu de théâtre, Bernard Campan. Oui. Et la pèlerine écossaise, il y a 2 ans, il y a cette pièce. Vous auriez dû jouer beaucoup plus en sortant du cours Simon. En sortant du cours Simon, on avait une compagnie, on a fait du café-théâtre et pas mal des Molières. J'ai joué quelques Molières, voilà. Mais c'est vrai qu'après il y a eu les Inconnus et la scène c'était les sketchs, quoi. Donc en 95 on arrête la scène. Et quand j'ai joué le Syndrome de l'Écossais, ça devait être 2015. Oui, c'est ça. Ça faisait 20 ans que j'avais pas mis les pieds sur une scène. Ouais. Et ça vous manquait parce que c'était le but au départ de votre carrière? J'avais failli accepter des pièces qui étaient des pièces dramatiques. Et en fait, c'est en lisant le Syndrome de l'Écossais, je dis, mais non, mais là, c'est drôle, ça me fait rire finalement. J'avais envie de renouer avec le rire. Et là aussi, c'est une comédie, alors qui donne aussi d'autres possibilités. On est moins dans la comédie premier degré, on va dire, mais j'ai envie de faire rire, oui. J'ai envie d'entendre les gens rire, ouais. Parce que finalement, ça vous a manqué pendant des années, vous avez pris un autre chemin. Oui, finalement, ouais. Et on vous a considéré longtemps comme un pessimiste. Mais j'arrive pas à savoir. Moi, je cultive un optimisme, mais sur un fond de pessimisme. C'est la différence entre l'optimiste et le pessimiste. Le pessimiste, il dit ça peut pas être pire, et l'optimiste, il dit si. Mais en tout cas, ce qui peut pas être pire, et c'est même bien, c'est ce théâtre de la Renaissance à partir du 29 janvier, avec Isabelle Carré dans cette pièce d'Ivan Kalberak. La dégustation, je précise que c'est du mardi au dimanche à 21h et le samedi et dimanche à 16h30. C'est-à-dire que vous êtes reparti pour un long tour et des longues journées au théâtre. J'espère. Et finalement, on vous reparle encore du passé, des Inconnus, bien sûr. Ça vous gêne pas, au contraire? Non, du tout. Et finalement, vous vous rendez compte de la carrière que vous avez faite entre les Inconnus, passer à des pièces dramatiques et aujourd'hui revenir à l'humour? Est-ce que la boucle est bouclée? J'espère qu'elle n'est pas encore bouclée. J'espère que j'ai encore quelques années pour faire d'autres boucles. Mais en même temps, c'est vrai qu'à 60 ans, voilà, oui, il y a déjà un parcours, une carrière qui est ce qu'elle est. Mais j'ai toujours du mal à prendre du recul. Il faut vivre le présent, et le présent, donc c'est cette dégustation à partir du 29 janvier au Théâtre de la Renaissance. Je le rappelle, du mardi au dimanche à 21h, le samedi et le dimanche à 16h30. Et bon courage dans tout ça, Bernard Campan. Merci Jacques, merci. Bon courage à vous. Oui, mais en tout cas, c'était un bonheur de vous recevoir. Oui, partagez, et vous revenez merci. Quand vous voulez dans ces Clés d'une vie et sur Sud Radio où nous parlons vrai. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye comme tous les jours. Et puis nous, on va se retrouver comme d'habitude demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie. Merci encore, bonne journée, à demain. Au revoir.